Yvonne Mburu, bonjour. Bruno Rivallon, bonjour. Alors Yvonne, vous êtes chercheuse en immunologie et membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et vous, Bruno Rivallon, vous êtes directeur adjoint de l'ONG Action Santé Mondiale. Vous étiez aux côtés d'Emmanuel Macron tous les deux cette semaine pour présenter les carnets de santé en Afrique, donc avec un objectif très ambitieux à l'horizon 2030, à savoir que toutes les pandémies soient éradiquées et une couverture universelle maladie pour tous. Alors vous, Bruno Rivallon, votre dossier, donc c'est la politique et les bailleurs de fonds. Est-ce que ça paraît vraiment envisageable ? Oui, je pense que ce qu'on a pu voir les 15 dernières années, c'était des progrès importants dans la lutte contre ces trois maladies. Et il y a un moment clé qui aura lieu le 9 et 10 octobre prochain à Lyon, sous le haut patronage du président de la République, qui est la reconstitution des fonds du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui est l'instrument de mobilisation financière pour lutter contre ces maladies, avec un objectif atteindre 14 milliards de dollars pour sauver 16 millions de vies dans les 3 prochaines années et donc participer à cet objectif d'éradication des maladies d'ici 2030. Alors, l'espérance de vie en Afrique a augmenté de façon très significative, de 10 ans entre 2000 et 2015. Aujourd'hui, donc, l'espérance de vie est de 60 ans en Afrique. Alors, quelles sont les maladies qui ont le plus reculé ? Je pense que le sida, la tuberculose et le paludisme sont vraiment des maladies qui ont reculé. Il y a eu une baisse des infections, il y a eu une baisse de la mortalité de près de 40% sur le continent africain, notamment dans les pays où travaille le Fonds mondial. Donc ça montre véritablement les progrès qui ont été réalisés grâce à des financements supplémentaires, grâce à une mobilisation des politiques au niveau national et grâce aussi à une mobilisation communautaire, comme vous l'avez montré dans ce reportage. Alors, une mobilisation quand même très insuffisante sur la question du palu. Comment expliquer qu'en 2019, on n'arrive pas à soigner le palu ? Écoutez, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, il y a eu une mobilisation, mais on pense que ces progrès sont suffisants. Et c'est cette dernière étape qui est la plus difficile. Comment atteindre les populations qui sont encore les plus éloignées ? Comment s'assurer qu'il y a une véritable équité dans la question de cette maladie en allant voir les populations les plus difficiles à atteindre et donc pour ça, il faut des financements supplémentaires. Et encore une fois, c'est l'objectif de cette conférence de reconstitution du 9 et 10 octobre prochain à Lyon. On attend bien sûr que la France soit au rendez-vous. Alors les carnets d'Afrique, en fait, c'est une exploration de ce qui se fait aujourd'hui en Afrique pour précisément se baser sur des expériences existantes et éventuellement les dupliquer. Donc vous êtes allé un petit peu partout, notamment à l'Est où il y a des expériences qui sont très intéressantes. Par exemple au Rwanda ou encore en Éthiopie. Exactement. Alors, ce projet Carnet de santé en Afrique, qui a été donc porté par le Conseil présidentiel pour l'Afrique et Action Santé Mondiale, est allé à la recherche des personnes qui agissent sur les questions de santé en Afrique. Ouais, parce que l'idée, c'est que ce soit l'Afrique qui soit à l'initiative. Absolument. Il s'agissait justement d'aller trouver les innovations africaines qui améliorent l'accès aux soins et qui luttent contre les inégalités en termes d'accessibilité aux soins. En Afrique de l'Est que vous venez d'évoquer, nous sommes allés en Éthiopie et au Rwanda. Et là, on a constaté qu'il y a une forte mobilisation communautaire et une décentralisation des soins pour permettre à ce qu'il y ait un accès au plus près des populations. Et donc, en Éthiopie, il y a 38 000 agents communautaires de santé. Au Rwanda, il y en a 58 000 agents communautaires de santé. Qui appelle-t-on les agents communautaires de santé ? Alors, c'est des politiques gouvernementaux qui permettent à ce qu'on forme ces agents. La plupart sont formés d'une durée entre 6 mois et 2 ans. Ça leur permet d'avoir déjà une formation qui leur donne les clés pour donner les soins primaires. Donc, c'est les politiques publiques qui sont basées sur les soins primaires. Et c'est ça qui a permis justement à ce qu'il y ait un accès pour la plus grande partie de la population, notamment dans les zones reculées, pour qu'il y ait un accès à un soignant au moins à 8 km de son domicile. Et donc, ces politiques-là, ce qu'on a vu en tout cas en Éthiopie, au Rwanda, mais aussi au Sénégal, c'est que ça fonctionne énormément pour permettre aux gens de s'approprier
les enjeux sanitaires. À partir du moment où il y a un soignant qui n'est pas très loin de soi, ça permet aux gens aussi d'être engagés sur ces questions sanitaires et de trouver un endroit qui n'est pas trop loin pour se faire soigner. Alors le Rwanda est exemplaire à ce niveau-là puisque la couverture santé est universelle dans le pays, alors que c'est un pays très pauvre. Hein. Tout à fait. Ça fait partie des objectifs 2030 sur la santé, c'est d'atteindre la couverture santé universelle. Aujourd'hui, tous les Rwandais ont accès aux soins et c'est l'objectif pour d'autres pays, notamment l'Éthiopie et puis tous les pays en Afrique, c'est d'arriver à avoir un accès pour toute la population. Alors avoir un accès pour toute la population, ça veut dire aussi aller dans les zones reculées. Alors là, les moyens technologiques peuvent aussi améliorer la situation, notamment avec des drones. Alors ça, on a constaté également que l'intégration des technologies nouvelles est quand même très impressionnante en Afrique. Au Rwanda, vous venez de citer des drones. Ça permet de livrer les produits sanguins dans le périmètre qui couvre tout le pays. Ça a diminué le temps de livraison de 5 heures à 15 minutes ou 45 minutes maximum. La commande est faite par SMS et depuis le moment où le centre de drone reçoit la commande et envoie le colis pour livraison, il passe 15 minutes. Alors, pour rester sur la question de technologie, à l'ouest, ce qu'on a constaté au Sénégal, c'est aussi l'intégration des technologies, notamment e-santé au Sénégal. Dans le domaine du sida, par exemple. Hein. Exactement. Donc, sur le sida, il y a les autotests, c'est-à-dire que chacun a la capacité de savoir son statut de VIH chez soi en utilisant cet appareil qui permet de se tester soi-même et puis de se rendre à un centre de santé pour se faire soigner ou pour avoir accès aux antirétroviraux. Alors aussi, ce que vous avez vu sur le terrain et ce qu'il est indispensable de dupliquer, c'est la lutte contre les discriminations. Alors ça, c'était surtout dans le sud, en Afrique du Sud et Botswana, c'est ça? Exactement. Alors Botswana, c'est très intéressant parce qu'on était là une semaine de la décision de décriminaliser l'homosexualité. Et ça reste un combat au niveau sociétal, mais c'est un combat partout dans le monde. Mais du point de vue politique public, c'est aussi très important de permettre un accès aux populations qui sont stigmatisées, notamment les homosexuels, mais pas que. Il y a aussi les travailleurs de sexe, par exemple, qu'on a visité en Afrique du Sud. Il y a aussi des usagers de drogue. Ce sont des populations clés qui souvent sont éloignées du système sanitaire. Et donc, par les politiques publiques, on peut donc améliorer cet accès pour ces populations-là. Alors, une dernière question sur la recherche, puisque vous parliez de clés. La clé, c'est aussi la recherche. Et hélas, il y a très peu de chercheurs en Afrique. Alors, la plupart des chercheurs sont à l'étranger. L'Afrique compte aujourd'hui à peu près 200 scientifiques par million d'habitants, alors qu'en comparaison avec l'Europe, par exemple, l'Europe a 4500 scientifiques par million d'habitants. Ce qui veut dire qu'il y a un gros manque de scientifiques et de chercheurs suffisants en Afrique. Alors, la question diaspora devient aujourd'hui très stratégique, notamment le président français s'est exprimé le 11 juillet dernier, et le Conseil présidentiel pour l'Afrique est aussi mobilisé sur les questions de diaspora. Puisque ces chercheurs, ces experts africains qui sont partout dans le monde peuvent être un vrai pont avec le continent pour un vrai transfert de compétences. Vous avez développé précisément un outil pour contrer le fait que tous ces chercheurs soient ailleurs qu'en Afrique. Alors moi-même, exactement, je suis déjà engagée sur le sujet bien avant que je sois au Conseil présidentiel pour l'Afrique pour créer justement un réseau de scientifiques et de chercheurs qui permettrait de collaborer beaucoup plus efficacement avec le continent. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation des carnets de santé en Afrique. Merci. Merci.